Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Collègue Joly. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Honorable Président, honorables membres du Bureau, chers collègues, bonjour. Avant toute chose, Monsieur le Président, laissez-moi l'opportunité de féliciter un frère, un jumeau, le collègue, le premier vice-président, André Mbata Mangou Betukumesu, pour sa brillante élection à qualité de premier vice-président. C'est un mourinaire de l'état de droit, c'est turiféraire de la véritable démocratie. Je suis sûr qu'il amènera de la qualité et de la densité dans notre travail. Honorable Président, au nom du G13, je voudrais remercier tous les collègues qui se sont penchés sur notre proposition de loi modifiant et complétant la loi électorale. Comme mes prédécesseurs l'ont dit, le nombre d'interventions des collègues, leur contribution au-delà des questions abordées par nous, témoigne de l'importance de la question électorale dans la vie de toute nation. Il n'en pouvait être autrement. Notre pays s'est donné comme ADN, comme identité, celle d'être une république démocratique. Dans l'exposé des motifs de notre charte constitutive, nous affirmons avec force notre volonté de bâtir au cœur de l'Afrique un État de droit, une nation puissante, prospère, fondée sur une véritable démocratie. Et cette constitution est plus que claire parce qu'elle dit que la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Le moment électoral, honorable Président, est un moment politique majeur, l'instant sociétal le plus déterminant de l'existence d'un peuple. Un brillant constitutionnaliste et spécialiste en sciences politiques, Georges Burdeau, dit que le pouvoir du suffrage est le premier de pouvoir. Il est le pouvoir fondamental, le pouvoir à la source de tous les autres pouvoirs. Voilà pourquoi il est normal qu'après chaque cycle électoral, des leçons soient tirées et des mesures soient proposées, des réformes soient opérées afin d'améliorer la qualité de notre processus électoral. La démocratie n'est pas un événement, la démocratie est une expérience. Cet impératif, honorable Président, devient incontournable dans les cas de notre pays. Parce que ces constituants est clair, une fois de plus, et estime et dit sans embâche que depuis l'indépendance de notre pays le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo donc est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité. Il faut donc amener de réformes, améliorer de mécanismes pour retrouver cette fondamentalité que la légitimité.
Notre démarche, les collègues l'ont dit, consiste donc à apporter, comme l'a dit le président de la République dans son discours d'investiture, à apporter des ajustements appropriés à notre dispositif électoral. Oui, nous avons travaillé dans cette perspective pour que demain, qu'il y ait moins de collègues à écumer les cours et tribunaux, moins de collègues à passer les nuits à la belle étoile devant la Cour constitutionnelle, moins de collègues à dépenser nos maigres économies pour satisfaire des greffiers, des secrétaires de parquet, enrichir les avocats pour protéger nos sièges. Voilà pourquoi, comme il a été dit, nous avons travaillé pour et dans l'esprit de veiller d'abord à la constitutionnalité de notre démarche. Nous avons écarté toute proposition, comme l'a dit l'honorable Sessanga, susceptible d'énerver ou d'exiger la réforme de la Constitution. Ça, c'était le premier pilier que nous avons posé. Nous avons ensuite pris en charge la problématique de l'impératif, n'est-ce pas, de la transparence du jeu électoral, en insistant sur l'intégrité dans l'élaboration de normes, comme nous sommes en train de faire. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'inviter les collègues qui sont partis. Nous félicitons pour que nous puissions produire une loi électorale consensuelle. Les discussions de la cartographie, comme l'a dit les collègues Mounobo, la traçabilité de la chaîne des résultats et la crédibilité de notre système judiciaire. Nous avons, troisièmement, pris en charge l'impératif de l'inclusivité. L'inclusivité est le paramètre structurant d'un processus électoral juste et apaisé qui doit consolider les vivre ensemble collectifs d'une nation unie, riche de sa diversité sociologique, historique et géographique. À ces sujets, comme en passant, mais en s'y arrêtant, je salue le travail de notre jeune collègue Nsinghi Pouloulou. Mais, comme la plénière l'a remarqué, le collègue a initié sa proposition de loi et nous l'invitons à continuer à suivre sa proposition de loi avec son ami envers qui nous avons beaucoup de respect. Mais la proposition de loi que nous appelons le Kondo a un esprit. Il serait malvenu, honorable président, que nous puissions faire un raccordement entre deux textes qui n'ont pas la même nature, le même esprit. Donc, nous restons dans la Constitution, dans l'article 72, et que le collègue qui a présenté sa loi ici, avec la presse et tous les moyens, continue à faire son travail, et la nation ne sera que protégée. Quatrième élément, nous tenions à la représentativité et à la légitimité de notre système électoral. Et ce qu'on appelait la moralisation, que nous appelons la juridicisation de l'éthique. Il y a des questions qui étaient des questions taboues, mais leur irruption sur la scène politique amène de la part du juriste une réponse pour essayer d'éviter, n'est-ce pas, les dérives sociales. Enfin, la question de la responsabilité. Mais il ne m'a pas été demandé d'aborder toutes ces questions. Je dois me limiter à 5 points. Ce que nous allons faire, ce sont des réponses à la thèse que nous avons présentée, aux antithèses que vous nous avez amenées, qui pourront peut-être aboutir à une synthèse qui pourra nous satisfaire tous. Parce que finalement, la loi, cet acte général impersonnel, est le produit de vous, les dignes représentants de la nation. C'est vous qui allez faire la loi électorale. Nous avons simplement amené
la matière. Honorable Président, il m'a été demandé d'aborder la question du seuil, du mode de scrutin avec la migration vers la représentation proportionnelle, la question de l'élection au suffrage indirect des gouverneurs et des sénateurs. Je vais parler un tout petit peu de la suppléance et je reviendrai sur la question qui vous tient à cœur, honorable Président, la question du genre. Pardon, collègue. Oui, c'est ça l'avantage de venir en dernier pour essayer de recadrer. Merci beaucoup, Monsieur le Président des Révolutionnaires. Vous avez 20 minutes pour ça. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorable Président, la question du seuil a été abordée pratiquement par tous les collègues. Mbuku, Mbao, Sakata, Okunji, Basanga, Mombunza, Mafuta, Bindoulé, Kilerm, Odiane et les autres. Et sur cette question, nous sommes tous presque d'accord sur la suppression du seuil de représentativité qui donne le droit d'accès à un parti à la répartition des sièges tant au niveau national que provincial, et la substitution de ces seuils de représentativité par le seuil de recevabilité. Nous gardons donc le principe qui vise à favoriser la constitution des grands ensembles ou familles politiques idéologiques et des blocs programmatiques, mais nous proposons un mécanisme transparent et non un système de seuil opaque à géométrie variable, parce qu'il y a dans cette salle les gens, des amis dont le parti a obtenu le seuil pour un seul candidat, pour un seul parti. C'était quand même assez étonnant. Donc, le seuil de recevabilité, l'obligation sera faite à tout parti politique ou regroupement de présenter au moins 60% des candidatures sur l'ensemble des circonscriptions, aussi bien au niveau national qu'au provincial. Et il s'agit donc d'une autre articulation du seuil pour atteindre le même objectif, celui d'éviter la fragmentation de la scène politique avec de micro-partis et aux idéologies et programmes illisibles. Mais le projet que nous présentons a l'avantage. Le premier avantage, c'est que nous proposons 300 candidatures par liste. Pourquoi? Ici est noté que ce nombre de 300 peut permettre ou nous permettre d'avoir de partis politiques et regroupements, nous y reviendrons, avec un indice de représentativité nationale conséquent. En effet, avec 26 provinces, un parti politique ou regroupement doit pouvoir aligner au moins 11 candidats par province. Ainsi, nous pourrons avoir et asseoir des partis politiques en cohérence avec la vision du constituant qui veut que le parti politique, dès leur constitution, ait des fondateurs sur l'ensemble des 26 provinces, donc la dimension nationale, et non avoir des partis sous forme de microcosmes ethno-régionaux. Ces partis politiques à dimension nationale contribueront au renforcement de la conscience. Et en adéquation avec l'article 6 de la Constitution, les partis politiques vont favoriser la démocratie pluraliste, l'unité et la souveraineté nationale.
Honorable Président, le seuil tel que présenté dans l'ancienne loi, si nous prenons en 2018, l'objectif n'a pas été atteint. On observe enfin, en effet, Monsieur le Président, que sur l'ensemble de partis politiques qui sont dans cette salle, 4 partis seulement se sont distingués avec plus de 10 députés nationaux. Il s'agit du PPRD. Ensuite, nous avons l'UDPS, le PPRD avec 52 députés, l'UDPS avec 32 députés, les PALU avec, les MLC avec 17 députés et l'UNC avec 16 députés. Pardon? APCA, c'est un regroupement, messieurs. Je vais y revenir. Il est vrai, Monsieur le Président, qu'avec ce système, il s'est créé des partis pirates qui s'appellent le MIP. Vous avez raison. Il y a des partis qui s'appellent le MIP, qui s'appellent le RRC, qui disparaissent lorsque nous venons ici et vont dans un parti patron qui les manipule. Donc c'est un détournement du voix de la population. Plus grave, Monsieur le Président, lorsque on voit l'indice de représentativité nationale de partis politiques, aucun parti politique n'est représenté sur les 26 provinces. Le PPRD, parti plus ou moins étatique à l'époque, n'est représenté que sur 23 provinces sur 26. L'MLC, avec 17 députés, vient en deuxième position parce qu'il est représenté dans 10 provinces. Par contre, l'UDPS, avec 32 députés, n'est représenté que dans 9 provinces. Le PALU A, on va y revenir, a 18 députés, mais c'est un PALU regroupement. Donc, en termes de parti politique, parce que la loi ne reconnaît en termes d'organisation que le parti politique. C'est vrai que nous avons des regroupements politiques. Alors sur ce point-là, sur les 31 regroupements politiques qui se sont retrouvés ou qui se retrouvent dans cette assemblée, 10 regroupements politiques ont plus de 10 députés. En fait, ce sont des associations momentanées, créées pour des besoins électoraux qui doivent disparaître d'ailleurs. C'est que si vous prenez un regroupement politique, la moyenne d'un regroupement politique, c'est d'avoir au moins 10 partis. Et ces regroupements politiques ont ici 361 députés nationaux, soit occupent 70% des sièges. Ces associations momentanées déstabilisent le jeu parce qu'ils n'ont pas, les regroupements politiques n'ont pas de base juridique. Ce sont des objets politiques non identifiables. Monsieur le Président, l'AFDCA, qui est le premier regroupement avec 17 partis et qui a 40 élus nationaux, occupe seulement 17 provinces sur 26. L'ADRP, je ne sais pas si vous connaissez l'ADRP, 21 députés, 13 provinces. AAAB. Donc nous nous retrouvons avec des regroupements qui s'appellent AAAA, BBBB, mais qui n'ont aucune consistance. La conséquence, c'est que ces regroupements, à
additionne trois désavantages déstructurants de notre système politique. D'abord, l'absence de base juridique. C'est vrai que la Constitution parle du regroupement, mais c'est dans la loi électorale qu'on définit un regroupement qui doit être déclaré quelques mois avant les élections. C'est donc une structure opportuniste qui déstabilise les jeux. Et cette absence de base juridique, je vous ai parlé, c'est l'absence d'identité idéologique et programmatique. Ça veut dire quoi? AAA, AAB, AARC, AAA petit a. Ça n'est pas possible, c'est pas possible. Et ces 74 regroupements pathologiques pour notre scène, c'est eux qui prennent en otage autour d'une autorité morale l'ensemble du jeu politique congolais. C'est inacceptable. Honorable Président, ces regroupements, en fait, c'est un entassement de partis politiques, comme je l'ai dit, liés à une personne et sans base idéologique. Alors, le plus grand danger de ces regroupements, c'est leur repli identitaire et géographique. En effet, lorsque on analyse les lieux d'implantation de ces regroupements, eh bien, ça tourne autour du localisme de l'autorité morale. Et à partir de ce moment-là, notre jeu politique est sociologiquement fragmenté. Voilà pourquoi nous disons, il faut aider les partis politiques à avoir 300 candidats et que le regroupement, qu'on résolve rapidement la question de la dimension juridique pour qu'on puisse savoir c'est quoi un regroupement. Voilà pourquoi nous avons proposé ces chiffres, honorable Président, pour donner une lisibilité idéologique et programmatique à notre action, parce que ces lieux de ces regroupements sont les lieux de contestation tumultueuse et de contestation permanente sur fond de revendications des postes et qui met en danger la fonctionnalité de la République. Deuxième élément sur lequel nous voulons qu'on change le seuil de répartition en seuil de recevabilité, c'est sur le plan de l'arithmétique politique. Honorable Président, il y a une corrélation entre le nombre de candidats présentés et le nombre de sièges obtenus. Ce rapport, en moyenne, est de 10%. Donc si vous présentez 200 candidats, vous avez la chance, si vous êtes un très bon parti, d'avoir 22 ou 20 candidats élus. Et lorsque nous analysons notre système, en 2018, 18 partis qui avaient présenté au moins 100 à 299 candidats ont obtenu plus ou moins 104 sièges, soit 19,4% des sièges en moyenne. Donc si nous voulons avoir de bons partis, avec 300 candidatures, on peut avoir au moins 30 députés. Mais ça, c'est dans la proportionnelle. Mais nous n'en voulons pas. Alors, on va y revenir. On nous a fait croire, et c'est vrai, nous avons entendu que, et ça on ne nous a pas fait croire, c'est une réalité, 300 candidatures par parti ou par regroupement va constituer une charge énorme pour les partis. Et ça pourrait glisser vers un souffleur censitaire. Non. Comme vous avez suivi, le G13 propose
non seulement la réduction de la caution, mais aussi nous sommes d'accord pour que nous puissions la fixer plutôt par liste que par candidat. Il faut aussi faire fonctionner très rapidement les mécanismes de financement des partis pour libérer les partis politiques de l'emprise des autorités morales qui se comportent en ayatollah politique. Et il faut aussi envisager, comme on l'a dit, le remboursement de ressources. Voilà donc, honorable président, ce que nous pouvons dire sur le seuil et pourquoi nous avons migré du seuil de répartition en seuil de recevabilité. Alors, je vais aborder une question très délicate, le mode de scrutin. Cette question, les collègues sont revenus là-dessus, les collègues Mboukou, les collègues Boulé, les collègues Sakata, les collègues Okundi, les collègues Mboussa, le grand bâtonnier Matadi Nenga, les collègues Ntumba et d'autres éminents collègues. Nous avons presque tous plaidé pour le maintien du système proportionnel, au plus fort reste, soit le système actuel. Je ne voudrais pas dire que nous souffrons tous du syndrome de Stockholm, qui consiste à aller embrasser notre monstre qui nous a menés dans les difficultés. Nous avons eu seulement deux collègues, le collègue Kabira et le collègue Kofo, ainsi que le collègue Bindoulé, qui ont appuyé notre option du scrutin majoritaire. Honorable président, honorable membre du bureau, je voudrais dire d'emblée que le mode de scrutin ou le système électoral, ce n'est qu'un mécanisme qui permet de traduire le vote des électeurs en siège dans une assemblée. Mais cette transmutation de voix en siège est un moment alchimique où le choix de l'électeur peut être métamorphosé en changeant à la fois le sens de l'acte de voter, mais surtout les résultats des élections. Il peut arriver, et c'est ça de la proportionnelle, qu'on proclame élu une personne qui n'a pas gagné en termes de voix. Parce que la démocratie, c'est un suffrage, c'est une expression de voix. Mais je sais que le choix d'un système électoral, c'est l'une des décisions institutionnelles le plus importante. Le président Mitterrand a estimé qu'il n'y a pas de meilleur système électoral. Tout dépend des résultats, des objectifs qu'on veut atteindre. Chaque système comporte des avantages et des avantages. Le meilleur système, c'est celui qui vous fait élire, affirme Santini. Nous allons nous limiter à vous donner modestement quelques clés de lecture et de compréhension de choix. À la fin, le choix du système va nous appartenir. Et nous allons nous-mêmes choisir quelle sauce on va nous manger. Honorable président, parlons d'abord de la représentation proportionnelle. C'est un système, comme beaucoup l'ont dit, qui est propice aux États post-conflit au fait d'assurer une justice sociale électorale en prenant en compte toutes les diversités, mais surtout les minorités, en théorie. Mais in limine litis, je voudrais nous éviter de confondre la justice sociale de ces systèmes électoraux qui visent à assurer la présence de petits partis
et la question des représentations des minorités sociologiques. Nous sommes d'accord qu'il faut éviter cette illusion d'optique. La représentation proportionnelle n'a pas permis l'élection de Batchoua à Ingende, chez l'honorable Bompanze. Il n'y a aucun mot choix ici. La représentation proportionnelle ne permet pas que les Bamboutes viennent ici. La représentation proportionnelle, surtout dans le cadre de notre environnement, a été un mécanisme subtil de fragmentation, comme je l'ai expliqué, des voies d'un parti politique qui crée plusieurs partis politiques et qui revient autour de ces moments. Donc, nous n'avons pas atteint l'objectif. Il n'y a pas de justice sociale. Ça a servi à la captation, mieux au détournement des suffrages au profit d'un parti patron en désorientant les électeurs avec les partis qui disparaissent. Je n'y reviens plus. Mais surtout, honorable président, si la proportionnelle est répandue en Europe, c'est parce que ce sont des nations qui peuvent se permettre un certain nombre de divisions gérables parce qu'il y a déjà la cohésion de base. Mais dans le cas de notre système, ce système favorise la prolifération des partis dans les assemblées, ce qui ne permet pas de dégager un parti majoritaire. Ceci nous amène à monter des coalitions hétéroclites, découlant de longues transactions et négociations avec des attellages sans consistance idéologique, fragile, avec un gouvernement faible et instable. Les temps moyens de construction d'une coalition chez nous ou de formation du gouvernement dans notre pays aussi entre 4 mois et 6 mois. Alors, si un président est élu pour 5 ans, la première fois, il prend 6 mois. De janvier 2019 jusqu'à pratiquement juin 2019. Il perd 6 mois. Il change de majorité, il prend encore 4 et 6 mois. Donc sur 5 ans, il perd pratiquement 1 année pour la recherche d'une coalition. Ça pose problème. En Belgique, on peut se permettre. C'est un État qui a une administration. Mais chez nous, tout fonctionne autour du gouvernement. Donc, ces marchandages, ces manœuvres amènent à une sorte d'une bombe atomique qui tue l'État en lui ôtant tout pouvoir. En 2006, je vous ai déjà dit, honorable président, chers collègues, que 8 partis seulement avaient plus de 10 députés à cause de la proportionnelle. Les PPRD, 111 députés, c'est très loin d'avoir une majorité gouvernante. Les MLC qui venaient à l'époque en deuxième position avaient 64. Le PALU avec 34 députés a négocié pour avoir un gouvernement avec Papa Kizenga. L'MSR 22, les FR 26, l'RCD 15, Codeco 10, CDC 10. Ce qui est plus grave, honorable président, au moins 45 partis n'avaient qu'un seul député dans l'Assemblée. En fait, des électrons libres qui sont là, mais qui déstabilisent le jeu politique. Voilà les conséquences de la proportionnelle. Les cas les plus emblématiques, mais aussi le plus beau, c'est de mon grand frère qui m'a quitté, l'honorable Lokondo, et son Issel, où il était le seul, et il trônait seul, un seul député. Mais lui, il émergeait, mais tous les autres 45 étaient en train de voir laquelle va basculer. Donc si la majorité va à gauche, eh bien ils vont à gauche. Quand la majorité va à droite, on ne peut pas construire un pays sans cohérence idéologique et programmatique, honorable président. En 2011,
Nous avons 98 partis représentés au sein de l'Assemblée. 31 partis ne sont représentés que par un seul député. 74 partis ont moins de 5 députés et moins de 10 partis ont moins de 10 députés. Comment peut-on construire un État d'ation atomistique de partis? C'est impossible. Ah, je ne crois pas qu'il a plus de 2. Honorable Président, en 2018, le PPRD a 52 députés, l'UDPS 32, l'MLC avait 17, puis 22 plus 17. Alors, en tout état de cause, dans une telle configuration et dispersion de voix créée par la proportionnelle, nous avons un système hétérogène d'absence de cohérence, de localisme, et nous ne pouvons pas construire une gouvernance stable, efficace, programmatique. En France, lorsque le président est élu, le même soir ou 2 jours, il a déjà son premier ministre. Chez nous, il faut passer par un informateur qui a même un cabinet qui fait 2 mois. Après, il y a un formateur, écouter tout le monde, commencer à se répartir le poste comme un gâteau. On ne peut pas construire. Il faut des majorités. Voilà pourquoi nous proposons le scrutin majoritaire qui va restaurer les liens entre l'élu et les électeurs. Le système majoritaire permet d'avoir des élus qui sont véritablement élus et non des élus qui sortent des quotients électoraux. J'ai suivi mes amis du MLC. Je voudrais, l'honorable Boulet, je voudrais lui rappeler les drames que ce parti a vécu en 2006 dans la circonscription de Bikoro. Le premier de la liste a eu 18 000 voix. Il était MLC. Le deuxième, MLC avec 15 000 voix. C'était Imana Ngoulou. Les quotients électoraux arrivaient à plus ou moins 31 000 voix. Alors, lorsqu'on a vu que les quotients, les MLC n'avaient plus un plus fort reste. Il nous restait simplement 1500 voix. Et qui a été élu? C'est le 6e de la liste, qui avait 4000 voix. Alors, notre collègue et la population nous disaient, Ndengeni ni Maringoulou a eu 15 000 voix, Bongo Moto a eu 4000 voix qu'il dans le Parlement. Les collègues étaient tellement marqués par cette affaire qu'il en est mort. Donc, on peut aller comme ça dans la circonscription de Funa. L'MLC, le premier a eu 12 000 voix. Le deuxième, 9 000. Le quatrième, 8 000. Mais l'MLC prend seulement 2 sièges. On va prendre quelqu'un du PPRD par le jeu de la proportionnelle qui n'a que 5 000 voix. Nous voulons dire qu'il faut que ceux qui sont en tête des listes, que le peuple a réellement élu, soient proclamés élus. Si le peuple, s'il y a 5 sièges, les 5 premiers prennent le siège, comment on va le prendre le 15e pour aller prendre le 15e? Voilà le sens de notre démarche. Bon, nous allons continuer le débat. L'objectif, c'est que le préférence, l'expression de la volonté populaire soit respectée. Il n'est pas normal que celui qui a eu 10 000 voix reste pendant 5 ans au village et quelqu'un qui a 500 voix vienne siéger ici. Mais c'est à vous, honorables députés, qu'appartient le pouvoir de décider.
mais ce sont des éléments purement techniques. Honorable Président, je vais passer à la troisième matière qui m'a été confiée. Collègue Maïcha, la problématique de l'élection au suffrage indirect de gouverneurs et sénateurs. Cette question a fait l'objet de nombreuses questions. Pour certains collègues, la proposition du G13 violerait la Constitution. Mais pour comprendre notre proposition dont on parle de parrainage, il faut convoquer deux paramètres. Le premier, c'est la Constitution. Nous tenons à dire aux collègues que notre démarche s'inscrit dans le respect de la Constitution. Que dit l'article Collègues, suivez s'il vous plaît. Honorable Président, c'est ça les conséquences de la fragmentation du vote avec l'indiscipline de candidats à 2 ou 3 sièges dans la salle. Collègues, suivez, c'est intéressant. Alors, à ce qui concerne le gouverneur, sur l'élection de gouverneur, sur l'élection de gouverneur, nous avons dit que nous respectons la Constitution. L'article 54 dit que le candidat gouverneur est présenté par le parti politique et les regroupements. L'article 198 sur le gouverneur, on dit qu'ils sont élus pour un mandat de 5 ans par les députés provinciaux. Nous devons éviter, comme il nous a été demandé, les actes de corruption qui ont été dénoncés. Qu'est-ce que le jeu 13 propose? Pour éviter la corruption, il y a eu deux tendances. La première tendance, c'est de dire qu'il faut élargir la base électorale. C'est-à-dire que les élus nationaux ou des élus locaux viennent élire le gouverneur, mais cette première proposition pose un problème du respect de la Constitution. Parce qu'on dit que ce sont les députés provinciaux qui élisent. Deuxième voie de sortie, il faut le faire au suffrage universel, direct. Là aussi, nous sommes bloqués par la Constitution. Voilà pourquoi nous avons trouvé une parade. Puisque la Constitution parle de présentation des candidats par les députés provinciaux, nous avons voulu que les futurs gouverneurs ou les candidats gouverneurs soient portés par une majorité des députés, de sorte que les députés, dès le départ, soient liés par un suffrage populaire. Il est immoral, honorable président, qu'un parti politique qui a 12 députés provinciaux ne puisse pas avoir un sénateur du fait de la corruption. On ne peut pas comprendre que quelqu'un qui a été battu aux élections législatives provinciales, aux élections législatives nationales, subitement soit élu gouverneur. Et à partir de ce moment-là, ce gouverneur élu par la corruption va diriger par la corruption et l'ensemble du système de gouvernance provinciale est totalement désorienté. Voilà pourquoi nous estimons que les députés provinciaux, lorsqu'ils vont en campagne,
le parti politique doit déjà annoncer qui sera son gouverneur, de sorte que lorsqu'on élit le député, la population puisse savoir que ces députés-là vont élire telle personne comme un gouverneur. Voilà le système de parrainage. Nous n'inventons rien. En droit électoral comparé, en France par exemple, le maire sont élus par les conseillers municipaux. Mais on sait déjà que la ville de Paris, Anne Hidalgo conduira la liste PS pour être maire. Il y a donc un linkage entre cela. Aux États-Unis, au mois de novembre, on ne lit pas le président, on élit les grands électeurs. Mais ces grands électeurs se présentent au nom d'une liste. Ainsi, nous aurons des gouverneurs qui auront présenté avec leurs députés provinciaux leur programme dans chaque commune ou dans chaque territoire, et on évitera l'écueil de la révision du constitutionnel, mais en même temps nous aurions des gouverneurs vraiment ancrés dans les jeux politiques populaires, dans la dynamique, au lieu d'avoir des gouverneurs parachutés qui ne font que nous créer des problèmes sur base de la corruption. Voilà donc, honorable président, je suis en train d'atterrir, chers collègues. La question suivante, c'est la problématique du genre, je crois, oui. Non, d'abord la question de la suppléance. Bon, tout a été dit sur la suppléance. Mais, laissez-moi, chers collègues, revenir sur une chose. Nous sommes dans une république. Et ceux qui ont dit, je pense à ce monument juridique qu'est le bâtonnier Matadi Wamba. Lorsqu'il nous invite à lire la Constitution, nous devons tous bien lire la Constitution. Les droits n'est pas simplement ce qui est. Le droit, c'est ce qui doit être. Nous, élus du peuple, nous ne pouvons pas installer une république mandocratique de type familial. Honorable président, lorsque nous prenons cette question, nous ne voulons pas interdire aux enfants, aux épouses de faire la politique. Vous êtes candidat député national, formez votre fils, allez au charbon en devenant député provincial. Nous devons éviter de se transformer la République à une sorte de monarchie familiale, confisquant et transmettant les charges étatiques par dation ou en donation, comme en droit privé, honorable bâtonnier national, sous couvert de suppléance. On aurait pu laisser, comme l'a proposé le collègue Sakata, cette question dans le domaine de la morale. Mais lorsque l'interdit n'est plus interdit, lorsque le tabou est dans la nudité, le droit doit répondre. Honorable président, dans les préambules de notre Constitution, il est clairement dit que considérant l'injustice et ses corollaires, l'impunité, les népotismes, les régionalismes, les tribalismes, les clanismes et les clientélismes, qui par leurs multiples vicissitudes sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la ruine du pays. Honorable bâtonnier, adressez-vous à la plénière. oui, merci beaucoup.
mais c'est lui qui m'en parle. Les droits publics que je sers est différent du droit privé dans sa nature. Le droit privé, c'est l'intérêt privé. Les droits publics, c'est l'intérêt général. La charge de député est une charge publique. C'est la summa divisiorum. Vous pouvez, dans votre bonté, laisser à votre fille ou à votre femme votre champ, c'est votre droit de propriété. Vous pouvez lui laisser les cabinets, mais vous ne pouvez pas lui donner un mandat public parce que ça appartient à l'État. Chers collègues, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'ouvrage de Maître Matadi Nenga Gamanda, un autre bâtonnier qui est avec nous. Il écrit avec beaucoup de justesse que l'un des plus grands mots qui ronge le bon fonctionnement de nos institutions et qui font la honte du peuple congolais, c'est le tribalisme et le népotisme. Donc, nous devons sortir de cela. Et c'est ça, respecter la Constitution. Je vais aller plus loin. Les décrets-lois numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public classe parmi les agents publics le membre du Parlement. Et l'article 16 du Code dispose que l'argent public de l'État doit s'abstenir de toute pratique contraire à la morale et à l'éthique professionnelle, comme la corruption, le détournement des deniers publics, le favoritisme et le népotisme. C'est interdit par la loi. Voilà pourquoi nous avons exclu de la chaîne de suppléance un parent en ligne collatérale, ascendante ou descendante. C'est vrai, honorable président, le communautarisme est en train de se développer, mais le népotisme n'est que la forme primitive du tribalisme. Et si nous voulons combattre le tribalisme, c'est avec la même énergie que nous devons combattre le népotisme. Aujourd'hui, on ne se gêne plus. Dans les cabinets ministériels, on voit des enfants, des femmes. C'est la mort de la République. Enfin, je vais terminer, Monsieur le Président, par l'impératif du genre. Honorable Président, je voudrais vous féliciter. Je voudrais vous remercier pour votre attachement à la valeur, à la cause de nos mères, de nos sœurs, de nos filles, de nos épouses. Honorable Président, chez nous les Mongos, on appelle la femme Bomonto. Ça veut dire quoi? Bomonto, c'est-à-dire l'autre homme, l'autre moi, l'autre nous. C'est-à-dire que le bonto ne peut pas aller sans le Bomonto. C'est impossible. Nous sommes comme deux ailes d'un oiseau. On ne peut pas voler avec une seule aile. Nous devons avoir l'homme et la femme. Aujourd'hui, dans beaucoup de démocraties, il y a ce qu'on appelle le vote binominal. C'est-à-dire quand vous allez voter, vous votez un homme et une femme. Le problème qui a été posé ici dénote tout simplement de difficultés d'évolution de notre culture patriarcale. Cette forme d'organisation sociale et juridique fondée sur la détention du pouvoir par les hommes et l'exclusion des femmes. Je veux dire aux femmes que déjà entre nous les hommes, nous ne nous aimons pas, nous nous battons. Et quand vous venez, le gâteau devient encore difficile à partager. Voilà pourquoi on veut vous exclure. Mais en termes de capacité,
En termes de nombre, beaucoup de partis politiques ont des femmes, même si on croit qu'elles sont spécialistes simplement en genre ou en personnes vulnérables. Encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour cette assemblée, et particulièrement ces éminents personnalités comme le bâtonnier, nous ne devons pas mettre nos lunettes de privatistes. La liberté que les privatistes ont en matière de vente des contrats n'est pas la même liberté que nous avons en droit constitutionnel. Le droit constitutionnel, c'est un droit de l'impérativité. La norme est sacrée. Et lorsque vous lisez le droit constitutionnel, ou une disposition constitutionnelle comme l'article 14, on vous dit, le pouvoir public veille à l'élimination. L'indicatif présent en droit constitutionnel, c'est une obligation. Ce n'est pas un objectif. Ce n'est pas un objectif. Lorsque la Constitution dit, ils prennent les mesures dans tous les domaines, c'est une obligation. Lorsque la Constitution dit, la femme a droit à une représentation, on n'en a pas à discuter. Ce n'est pas un don, c'est une obligation. Conscience, c'est sacré. Donc, honorable président, je voudrais terminer sur ce ton en disant tout simplement que un serpent qui ne change pas de peau est condamné à mourir. Les sociétés doivent évoluer. Et tout ce que nous avons proposé, en fait, ce sont que des propositions, ce sont des évolutions. Nous avons le choix entre rester une société stationnaire et d'avoir une société de progrès et de réformes. J'ai dit merci. Honorables députés, chers collègues, je voudrais remercier les honorables députés Sesanga, Lubaya, Mamba, Munubo, Njoli, pour des éclaircissements qu'ils viennent d'apporter aux interrogations de l'auguste assemblée. Vous avez suivi les débats comme les réponses ont été riches et intéressantes. Cela démontre l'importance du sujet de cette proposition de loi. Une proposition de loi qui engage l'avenir de notre pays, notre avenir et l'avenir des autres acteurs politiques qui ne sont pas membres de cette assemblée. Encore une fois, merci aux initiateurs, merci aux collègues. Après ces réponses, le débat général sur la proposition de loi sous examen est clos. À présent, nous pouvons nous prononcer quant à sa recevabilité. Qui sont pour la recevabilité de cette proposition de loi?
Merci, collègues. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Il n'y a ni contre ni abstention. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 06 par 006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour. Chers collègues, avant d'envoyer ce texte de loi pour un examen approfondi en commission, je tiens à vous rappeler que dans le souci, que cette proposition de loi réponde aux attentes de notre peuple et des opérateurs politiques. Pour ce faire, nous avons décidé d'organiser des séances au cours de laquelle l'Assemblée plénière procédera à l'adoption de grandes options à l'issue du débat. C'est aussi l'occasion de rappeler aux honorables députés et aux collègues de l'opposition que le moment est venu d'identifier dans cette proposition de loi les dispositions pertinentes qui requièrent un consensus. C'est ici qu'on informe la plénière à travers le bureau que telle disposition de la loi met un consensus. Nous allons alors organiser les discussions entre majorité et opposition. C'est ici l'occasion. Il n'est plus question de débattre de cette loi dans la rue. Le consensus, c'est ici au sein de l'Assemblée nationale. Vous êtes d'accord qu'on nous indique les dispositions qui méritent un consensus. Et nous allons organiser les débats au sein de l'Assemblée nationale. Nous sommes d'accord. Cela dit, chers collègues, votre bureau félicite très vivement, au nom de l'Assemblée plénière, nos collègues Njoli et Sengekeli Jacques, Lubaya André Claudel, Makengo Ngombe Charles, Mamba Kabamba Jean-Jacques, Mambidi Koloboro Jean-Marie, Munubo Mubi Juvenal, Sesanga Epongo Jacassin Deli, pour
leur initiative législative et l'explication fournie à l'Assemblée plénière sur son bien fondé. Mention spéciale à titre posthume à notre collègue Lokondo Yoka Henri Thomas, pour sa contribution à l'élaboration de cette proposition de loi. C'est l'occasion ici de souligner. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.